Allons-nous vers une année blanche pour les élèves des lycées Philippe Zenda Kaboré et Nelson Mandela? Une éventualité de plus en plus évoquée après les graves incidents causés dans ces écoles par des élèves. On essaye toujours de comprendre comment ces événements ont-ils pu se produire. Nos reporters sont allés sur les lieux. Vous entendrez les explications du proviseur qui a eu son bureau et son véhicule saccagés, mais aussi et surtout, pour l'une des rares fois, les explications des élèves mises en cause. La situation a par ailleurs fait réagir le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, s'est exprimé depuis Paris où il prenait part au sommet sur le financement des économies africaines. Vous l'entendrez. Et puis, dans ce journal également, nous vous emmenons en patrouille militaire dans la région du Sahel, notamment dans les communes rurales de Seba et Déou, une immersion dans ces localités où le retour relatif de la sécurité fait revivre les populations. Bonsoir et bienvenue. Pour commencer, d'abord, cette information elle est d'ordre sécuritaire. Les faits se sont déroulés dans la nuit d'hier. Des individus armés non identifiés ont attaqué une réunion de baptême dans le village de Adjarara, à environ 7 km de Tinakov, province de Doudalan. Nous sommes dans le Sahel. Le bilan est lourd. Il fait état de 15 personnes tuées et d'une autre blessée, toutes de sexe masculin, précise le communiqué du gouverneur de la région du Sahel. La région du Sahel où justement se déroule en ce moment l'opération Oune, cette vaste offensive antiterroriste qui mobilise l'armée de terre, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale. Et je vous propose de suivre cette immersion au sein d'une unité de patrouille dans les communes rurales de Seba et Déou, des localités où la vie reprend progressivement son cours et ce grâce à l'action des forces de défense et de sécurité. Benjamin Kwame. Et les activités économiques ont repris normalement. Donc on peut dire que la situation est favorable et la paix est de retour à Seba. Ces propos du capitaine Tassembedo donnent du baume au cœur au ministre de la Défense en dégageant également un sentiment d'un travail bien accompli des hommes sur le terrain. D'abord, dans la commune rurale de Seba, comme il est de coutume, de jour comme de nuit, le chef de détachement, en plus de monter la sentinelle à leur poste, organise des patrouilles. À situation spéciale, disposition spéciale. Ce lundi 17 mai, nous embarquons avec la troupe, pas pour un exercice, mais nous mettre en situation réelle de travail pour constater de la vie qui reprend petit à petit à Seba après l'attaque du 21 février 2020 qui a causé la mort de 10 policiers dans la localité. Une patrouille en file indienne, déconseillé de l'interrompre si ce n'est pour des raisons majeures. Dans la commune, devant des concessions, c'est le repos pour certains. Les boutiques de vente d'articles divers, des boucheries au coin de rue, de petites grillades par endroits, tout est ouvert et fonctionne. Chacun s'active pour avoir son pain quotidien, comme ce ferronnier. Même les animaux semblent-ils sentir un peu de sécurité et rentrent dans la commune. Ils nous demandent même de leur céder le passage. Ce lundi également, il est 12h et les élèves descendent de l'école, témoins de la reprise des cours à Seba. Vous avez dû remarquer comment est l'ambiance au niveau du marché, au niveau des écoles et dans les cours même. Voilà, chacun va à ses préoccupations, la population n'est plus inquiète. Notre patrouille du jour découvre également le marché à bétail, noir de monde. Le lieutenant Kissou confie également que des acheteurs viennent de Dori et même de Ouaga sans être inquiétés. C'est une patrouille d'immersion que nous venons d'effectuer tout à l'heure avec le détachement de Seba. Et c'est donc une sorte de manœuvre militaire pour montrer effectivement que la vie reprend de plus belle ici à Seba. 2 heures plus tard, nous sommes à Déou, dans l'Oudalan, pour la même patrouille. En tête de file, un blindé bastion. Des écoles sont perçues ça et là. Alors que nous progressons, les 2 éclaireurs motorisés marquent une halte. Le chef de la première session des Déou va aux nouvelles. Tout de suite, la session est déployée et un périmètre de sécurité est établi. Vérification, concertation, rien à signaler, nous apprend l'adjudant-chef Soulama. RAS, la voie de l'autre côté.
de la pour pouvoir aller au CSS. Ok. Et pendant ce temps, l'œil dans le ciel surveille la zone. Charlie, à tous les Charlie, silence radio. Oh, présentement, la situation à Déhou, tout est calme. Vous êtes sans ignorer que, bon, on est là, ça fait des années. Donc, je crois que la situation est déjà maîtrisée. Jusqu'à présent, depuis notre arrivée jusqu'à cette heure-là, on n'a pas reçu quelques trucs de la population ni de l'autre côté. Ces patrouilles se font chaque jour, souvent jusqu'à la frontière malienne, et cela dans des conditions périlleuses, comme ici, où la colonne était obligée de se casser à cause du mauvais état de la route pour passer à tour de rôle. C'est aussi ça, la vie de militaire. Ces situations ne peuvent en aucun cas les décourager, nous confie-t-il par moments. Ils ont le sourire pour garder et sauver ceux pourquoi et pour qui ils se sont engagés dans l'armée. Venons-en à présent à cette situation qui secoue le secteur de l'éducation depuis plusieurs semaines maintenant. La situation inquiète est-elle en train de devenir incontrôlable avec les incidents qui se multiplient? Les derniers événements en date l'attestent peut-être. Le bureau et le véhicule du proviseur du lycée Philippe Zenda Kaboré saccagés par des élèves en colère. Quelles sont les circonstances qui ont entouré ce déferlement de violence? Vous allez entendre les explications du proviseur et surtout pour la première fois la version des principaux mis en cause. Les élèves, Abdulrazak Traoré est reparti sur les lieux des événements. Reportage. Il est 7 heures dans la zone des écoles au centre-ville de Ouagadougou. Ce sont les forces de l'ordre qui règnent ici à Maître. Les élèves viennent, mais ils repartent à leur demandant. C'est ainsi devant l'essentiel des établissements scolaires. Pas de cours ce 19 mai. C'est la conséquence directe des actes de vandalisme perpétrés au lycée Philippe Zenda Kaboré le lundi dernier. Véhicule du proviseur caillassé, le secrétariat et son bureau saccagés. 48 heures après les événements, Alexis Kielem est toujours sous le choc. Mais que s'est-il réellement passé? Ces jours, ils ont commencé leur manifestation aux alentours de 7h10 et entre-temps, ça s'est estompé. Moi, j'avais une course à faire hors de l'établissement et c'est dehors que j'ai appris que l'établissement a été envahi par un groupe d'élèves et ils ont saccagé mon bureau, les secrétariats et puis ils ont caillassé mon véhicule. Mais je ne saurais vous dire d'où viennent ces élèves. Depuis le début des manifestations, les élèves viennent d'un peu partout, des autres établissements, et ils se réunissent au lycée Philippe Zenda Kaboré, qu'ils prennent comme base arrière après les manifestations et puis ils attaquent les forces de l'ordre. Il s'en est suivi un jet de gaz lacrymogène quand même pour les disperser. Et justement, c'est cette répression policière que les élèves pointent du doigt. Leur version des faits est expliquée et assumée par l'AESO, l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou. C'est elle qui mène la lutte depuis fin avril contre les nouvelles réformes dans le secteur. Ils sont sortis pour manifester leur mécontentement vis-à-vis de la réforme. Maintenant, à notre grande surprise, quand les élèves sont rentrés au Zenda, il y a les policiers qui étaient stationnés au niveau des établissements, ils suivaient les élèves avec les pick-up là. Maintenant, quand les élèves sont rentrés dans l'enceinte du Zenda, les policiers aussi sont rentrés. Donc du coup, il y a les franchises scolaires que nous savons que les policiers n'ont pas droit à rentrer dans les établissements. Comme la police a franchi cela, les élèves aussi sont retournés pour les regarder. Du coup, la police a commencé à gazer les élèves. Et comme à notre niveau, notre structure là, elle est organisée. Et à chaque fois, nous avons des commissions de sécurité qui sécurisent la foule pour qu'il n'y ait pas de débordement. Et quand il y a eu les jets de gaz lacrymogène, la foule est dispersée. La foule dispersée, mais aussi la commission sécurité. On nous a chassés, on est rentré à l'intérieur. On est revenu trouver que vraiment il y avait du dégât. Donc du coup, ce que nous voulons dire là, la police a failli parce que la police est rentrée dans l'établissement, alors que ça sent qu'il y a les franchises scolaires qu'ils devraient respecter. Ils sont rentrés dans l'établissement à 7 cargos et ils ont passé toute la journée à fouetter les élèves. Les explications tendant à dire donc que le proviseur aurait refusé des rachats
d'où la colère des élèves sont balayés d'un revers de la main. Donc dire que le proviseur aurait décalé un élève, en tout cas de mon chef d'œuvre, je n'ai pas cette autorisation de décider d'un rachat ou pas. Le conseil est entièrement souverain. Il y avait le Bordeaux, il y avait le Nelson. Est-ce qu'on peut, les élèves peuvent sortir, tous les établissements peuvent sortir, venir pour un seul problème du gender. Je pense que s'il y a un problème, ça doit être interne. Et depuis le début, nous revendiquons la suppression pure et simple du décret. On n'a pas encore parlé, on ne parle pas de moyenne à notre niveau. Donc je pense que ce qui se dit sur les autres médias là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quoi qu'il en soit, peu importe les motifs, les résultats sont là. Le lycée Philippe Zenda Kaboré, 4800 élèves inscrits cette année, plus grand lycée du Burkina Faso donc, risque gros avec ces événements. C'est toute l'année scolaire qui est hypothéquée. Bon, pour l'instant, nous pouvons dire que l'année est hypothéquée parce que nous ne savons pas précisément si nous allons pouvoir récupérer totalement les données ou pas et comment statuer. OK? Et vous voyez l'état dans lequel l'établissement se trouve, nous ne sommes pas certains de pouvoir parachever l'année scolaire parce que nous devrions commencer nos compositions du 3e trimestre le mardi 18. Ça, c'est carrément à l'eau. L'établissement est fermé de fait. Donc, vu le temps qui nous est imparti par rapport aux examens qui sont, vraiment programmés et c'est imminent, hein? Donc, nous pouvons dire que l'année scolaire ici, pour l'instant, semble être hypothéquée. Et quand on demande au proviseur une idée de solution pour une sortie de crise, voici comment il réagit. La solution, c'est que les élèves entendent raison. La solution, c'est que les parents échangent avec leurs enfants. Aucune raison ne peut justifier un tel niveau de violence. Les élèves ont-ils le droit d'exiger d'être associés aux réformes entreprises? Alex Kilem pense que non. Je pense que, humblement de mon point de vue, les enfants n'ont pas mot à dire sur la manière dont ils doivent être évalués, sur la manière dont ils doivent être enseignés. Ça, c'est du ressort des responsables en charge de l'éducation. Auquel cas, il n'y aurait plus de responsables en charge de quoi que ce soit. Si je vous amène sur le plan de la santé, c'est la même chose que si vous dites que les malades, ils ont le droit de dire comment ils doivent être pris en charge. Je pense que plus d'un dans la société dira que ce n'est pas du ressort du malade de dire comment son mal doit être diagnostiqué, comment il doit être pris en charge. C'est la même chose. Les élèves, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas le refus de leur ministère de tutelle de les associer. Vraiment, nous ne le savons pas. Il a dit dans les médias que c'est parce qu'on est des enfants. Bon, nous disons que si on peut aller, et au moment des votes, on nous appelle des majeurs parce qu'on a 18 ans. Parmi nous, il y a des gens qui ont 20 ans. Et pendant les votes là, ils disent que nous, on est des majeurs, on sait qui on doit voter. Et si c'est pouvoir réfléchir à une décision qui nous arrange ou pas là, on dit que nous on est des enfants, on est immatures, qu'on n'a pas le droit de dire quelque chose. C'est les arguments qu'il a avancés. Mais nous disons que c'est faux parce qu'un enfant aussi peut conseiller son père. Voilà, c'est dans la logique en tout cas. Et on peut le faire parce que nous on n'est plus des enfants comme il dit. Si on n'a pas cette matière grise là qui nous permet de réfléchir ce qui nous arrange actuellement, je pense que notre école n'a pas d'intérêt. Les positions sont visiblement radicales de part et d'autre. Espérons un ramollissement à l'issue d'une rencontre des acteurs, notamment syndicaux, convoqués par le ministre de l'Éducation. Une rencontre prévue se tenir le vendredi prochain. En attendant, la tension est toujours palpable et la gravité de la situation a fait réagir le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, dénonce notamment des cas de violence, parle aussi de velléité de manipulation de certains élèves par des mains obscures et appelle à l'apaisement. On l'écoute. Dans une situation comme ça, il faut savoir raison garder. Et je trouve qu'il n'est pas normal que pour une réforme qui sera engagée déjà en 2022, nous soyons aujourd'hui en train
je dirais, d'arriver à des extrémismes de ce genre. D'abord, ces marches avec des agressions sur les forces de défense et de sécurité, notamment ceux qui font, je dirais, le service pour assurer la protection et la sécurité des citoyens. Deuxièmement, que des élèves aient jeté des projectiles dans des écoles pour faire sortir d'autres élèves, et que maintenant le proviseur soit agressé dans ses bureaux, etc., nous semble inacceptable. C'est pourquoi, vous savez, nous avons tous été des élèves et nous savons que derrière ce genre d'opération, il y a toujours des manipulateurs. Et je voudrais demander aux élèves de savoir garder raison et de s'occuper, je dirais, de leur avenir. Parce que ceux qui sont censés les manipuler aujourd'hui ne s'occuperont pas de demain lorsqu'ils ne seront plus à l'école. Il faut que chacun en prenne conscience. C'est pourquoi nous avons lancé un appel aux parents d'élèves, aux élèves, de faire en sorte que nous revenions à la raison. Parce que l'éducation, c'est l'école, mais ça commence d'abord à la maison. Par le respect de la hiérarchie, le respect des enseignants. Ça me semble important et je voudrais, en tout cas encore une fois, lancer cet appel à l'apaisement. Le chef de l'État qui s'exprimait sur la question depuis Paris, où il prenait part au sommet sur le financement des économies africaines. Marquons un arrêt maintenant dans ce journal sur ces phénomènes devenus de plus en plus puissants, amplifiés par les réseaux sociaux. Les fake news ou encore les fausses informations sont capables d'influencer l'issue même d'une élection. Et c'est à ce niveau que la CODEL porte la sensibilisation, notamment envers les cellules des communications des formations politiques. Archimède Boy nous en dit plus. Les fake news ou les fausses informations véhiculées durant la période électorale. Une préoccupation pour la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Cette structure veut prévenir cet état de fait en procédant par la sensibilisation. C'est pourquoi elle tient ce 18 mai à Ouagadougou cet atelier avec les chargés de communication des partis politiques. Et nous avons un fort taux de personnes qui croient aux informations qu'elles reçoivent, particulièrement les personnes dites analphabètes, particulièrement les jeunes qui sont une frange importante de notre pays. Et lorsque ces groupes de personnes sont atteintes par des informations qui ne sont pas justes, la sincérité du suffrage est en principe entachée par du faux. Pour réduire le phénomène des fake news ou des fausses informations, la CODEL préconise, hormis la sensibilisation, plusieurs autres moyens. Il y a également d'autres voies, les voies de justice, les voies de la régularisation, de la réglementation du secteur de l'information. Aujourd'hui, la circulation de l'information à travers les fake news sur un certain nombre de canaux tombe dans le domaine pénal. Et ce sont des voies qui peuvent un peu contraindre les uns et les autres à réviser leur comportement par rapport à la production et à la diffusion des fake news et naturellement à réduire le phénomène. Il ressort de cette rencontre que l'apparition des réseaux sociaux a fortement contribué à la prolifération des fausses informations. Le hic au Burkina Faso, c'est qu'il n'existe pas de loi encadrant les informations diffusées sur ces canaux. Le seul texte de loi existant est celui voté à l'Assemblée nationale le 21 juin 2019. Il vise à réprimer, en cas d'attaque terroriste, les fake news de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale. Tout autre chose avec cette question, comment garantir une sécurité alimentaire durable dans un contexte de crise sanitaire, sécuritaire et environnementale. Les enjeux sont énormes, surtout pour le monde rural,
le sujet était au centre de la première session 2021 du dialogue politique entre les ministres du secteur rural et les partenaires techniques et financiers de la branche production agro-silvo-pastorale. Plus d'explications, Justin Amonto. Les acteurs du monde rural sont en concertation. Ce 17 mai, c'est la première session de l'année 2021 du dialogue politique entre les ministres du secteur rural et les partenaires techniques et financiers du secteur production agro-silvo-pastorale. Cette collaboration date de plusieurs décennies, notamment depuis le cadre sectoriel de dialogue développement rural et environnement qui a enregistré de nombreux acquis au grand bonheur des acteurs du monde rural. En effet, cette rencontre a pour objectif de redynamiser le cadre de concertation afin de renforcer les stratégies de développement rural au Burkina Faso. Et ce secteur rural-là a toujours été d'une importance capitale dans le processus de planification et d'élaboration des stratégies de développement. Et nous avons déjà fait le premier programme, le PNCR 1. Nous sommes en train d'exécuter le PNCR 2 et nous sommes en train de faire la programmation du PNCR 3. Et dans ce cadre-là, nous avons eu besoin de tenir ce qu'on appelle ce dialogue politique. Donc entre les partenaires techniques et financiers et les ministères achats du secteur rural. Pour le chef de file des partenaires techniques et financiers, cette rencontre est nécessaire. Il est important de le faire parce que nous avons la possibilité, lors d'une rencontre, de pouvoir parler à 4 ministères en même temps et avec l'ensemble des PTF qui parlent d'une même voix à travers le chef de file. Donc c'est vraiment l'occasion, je dirais, idéale pour pouvoir communiquer, pour pouvoir travailler. Il s'agit d'une séance de travail avant tout et de traiter des questions liées aux défis du monde rural en particulier et puis par rapport à des défis plus généraux au Burkina Faso. Ces acteurs ici présents sont tous engagés pour réduire la pauvreté en milieu rural, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, malgré les crises sécuritaires et sanitaires, le changement climatique, le chômage des jeunes et des femmes. Il demeure la première cause de consultation, d'hospitalisation et même de mortalité au Burkina. Le paludisme est un véritable problème de santé que le Burkina Faso entend éradiquer à l'horizon 2030. Les initiatives se multiplient donc pour atteindre cet objectif à l'image de cette formation sur les techniques de collecte et d'analyse des données entomologiques au profit d'une quarantaine d'agents, formation organisée par le PNLP, l'IRS et l'Université Naziboni. Majid Bakwa. C'est une formation qui vise à renforcer les capacités des agents techniques des districts sanitaires sur la lutte contre le paludisme. Il s'agit au cours de cet atelier de les outiller sur les techniques de production et d'utilisation des données entomologiques de qualité. Un atelier initié par le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, en collaboration avec l'Université Naziboni et l'Institut de recherche en sciences de la santé. Lorsqu'il s'agit effectivement des cas de paludisme, c'est-à-dire les cas cliniques, au niveau épidémiologique, il y a énormément de données effectivement qui sont collectées sur l'ensemble du territoire. En ce qui concerne l'entomologie médicale, malheureusement, les données sont collectées que par les centres de recherche et il n'y en a que 3 ou 4 dans le pays. Donc c'est difficile pour ces centres de recherche de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. Donc c'est l'objectif de cette réunion, de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec le PNLP pour effectivement outiller l'ensemble des membres du PNLP sur le territoire burkinabé, de manière à ce qu'effectivement, quand on a besoin de ces données-là, que ces gens puissent nous aider à collecter ces données et les centraliser au niveau du ministère de la Santé. Cette formation marque le lancement d'une série de formations qui va outiller les acteurs de tous les districts sanitaires du Burkina Faso. Nous avons quand même pas mal de districts, donc on ne pouvait pas les prendre tous parce qu'en ce moment, ça va être extrêmement difficile de pouvoir assimiler les coûts. Donc nous avons fait ça par série. Donc vous avez la première vague effectivement, qui est arrivée aujourd'hui et maintenant sur les 4 ans à venir, il y aura également d'autres vagues qui viendront effectivement des autres districts qui n'ont pas encore été touchés. À terme, cette formation de 10 jours devra permettre à la quarantaine de participants de décrire les paramètres entomologiques de la transmission du paludisme. Encore un autre geste de solidarité du président du CDP, cette fois-ci envers les populations de 2 arrondissements de Bobo-Dioulasso et de la commune rurale de Koundungu, et ce grâce à la réalisation de fourrages, surtout Justin Dabiré.
Un forage à motricité humaine pour de l'eau potable au profit des populations de la commune rurale de Kondougou dans la province du Houé. Le don est du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Son président Edi Kombeogo procède ici à l'inauguration officielle de cette infrastructure d'eau à la grande joie des bénéficiaires. La joie était aussi grande pour les populations du secteur 33 dans l'arrondissement 4 et celle du secteur 26 dans l'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso qui ont également bénéficié de forages. Nous avons estimé que le plus gros cadeau que l'on peut faire à ces populations démunies, c'est leur offrir l'eau. L'eau, c'est d'abord la vie. Avec l'eau, on peut faire la cuisine, on peut boire déjà, on peut faire toute activité. Et nous invitons le gouvernement à revenir avec les programmes d'approvisionnement en eau potable. Sans eau potable, pas de santé. Sans santé, pas de vie. C'est pourquoi le CDP a mis comme action prioritaire l'approvisionnement en eau. Ce ne sont que des forages que nous avons fait. Nous allons remettre encore un nouveau programme en approvisionnement en eau et nous allons voir les villes ou les villages les plus démunis. Tout ce que l'on peut faire pour leur donner de l'eau, nous le ferons. Ces forages viennent soulager ces populations qui parcouraient de longues distances pour avoir de l'eau potable. Des populations qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction au président du CDP. Ce forage sera d'une grande utilité. Nous les femmes sommes à présent soulagées, nos enfants et même nos conjoints. Nous souffrions du manque d'eau. Mais grâce à lui, ce problème est résolu. Infiniment merci à lui. Il vient ainsi de soulager notre peine. Et nous prions que cela soit perpétué pour aider d'autres localités confrontées aux problèmes d'accès à l'eau. Le président du CDP au cours de la cérémonie d'inauguration de ces 3 forages est revenu sur la question des réconciliations et celle de lotissement soulevée par les populations de la zone non lotie du secteur 33 et 26 de Bobo-Dioulasso. Un pays qui vit sans politique d'urbanisation. Quand vous voyez Ouagadougou, tout le monde est concentré là-bas, mais vous voyez les alentours de Ouagadougou, ce que vous appelez les zones non loties. Vous regardez également à Bobo-Dioulasso, c'est la même chose. Et tout le monde se plaint. Les maires, à majorité de la majorité, ne font que se servir. Ils font des petites politiques avec les sociétés immobilières où ils prennent des empoches, ils ont oublié les populations. Tantôt on parle de réconciliation, on parle de pardon, on parle de justice. Et on ouvre des dossiers en même temps. Ce qui fait que le peuple burkinabé semble peur. Il faudrait que le président Roch-Marc Christian Kaboré lui-même s'exprime sur sa vision de la réconciliation et qu'il donne le ton et qu'il laisse également les Burkinabés s'exprimer. En attendant, c'est tout heureux d'avoir bénéficié de ces forages que les populations de Kondougou, du secteur 33 et 26 de Bobo-Dioulasso, ont raccompagné leurs donateurs en leur promettant de faire rayonner davantage les couleurs du parti de l'EPI et de la DABA dans leurs secteurs respectifs. Et nous entamons la dernière ligne droite de ce journal avec du sport. D'abord, football. La liste des 33 joueurs convoqués par l'entraîneur Kamou Malo pour les matchs préparatoires des éliminatoires du Mondial 2002 est connue. Vous allez le voir tout à l'heure. Les Étalons affrontent notamment un match amical le 5 juin prochain, les éléphants de Côte d'Ivoire à Abidjan. Et puis le 12 juin prochain, les lions de l'Atlas du Maroc. Madi Zongo, Arsène Konditamné. Les Étalons affrontent le 5 et le 12 juin prochain la Côte d'Ivoire et le Maroc en match amical de préparation de la Coupe du Monde 2022. Le sélectionneur national Kamou Malo a dévoilé une liste de 33 joueurs le 19 mai au cours d'une conférence de presse. Nous aurons Hervé Kofi, Sawadogo Babaloué Abouaka, Burkina Faso, Ouedraogo Sofiane Fari, Ispa, Burkina, Traoré Ben Idriss, Aïs Sonabel, Burkina Faso, Dayouri Soufou, Berkane, Maroc, Tabsoba Edmond Faisal, Bayer Leverkusen, Allemagne, Yagosti Paris, Caen, France, Yacouba Koulari, Cartagena, Espagne, Kamori Issa, Michelin, Belgique, Ouattara Soumaïla, Raja de Casablanca, Maroc, Kamori Charles, Dynamo de Moscou, Russie, Nikema Draman, Orea, Guinée, Sangaré Gustavo Guévigny, France, Traoré Abdul Razak en Turquie, Traoré Bertrand Isidore Aston Villa, Angleterre, Traoré Sibri Alain Berkane, Maroc, Bayala Cyril Daros Ajaccio, France, Traoré Eric Pyramide, Égypte,
Salou Zakaria, Ararat, Arménie, Salou Draman, Arménie, Traoré Lassina, Franck, Pays-Bas, Konaté Mohamed, Russie, Ouattara Mohamed Lamine, AS Sonabel, Burkina Faso, Ninjema Herman Salukas, Burkina Faso, Tabsoba Abdou Faisal, Belgique, Bandé Kourema Hassan, Croatie, Sonia Yakuba, Young Boys African, Tanzanie, Patrick Malongo, Agadir, Maroc, Zagreb Ben Aziz, Victoria Guimarães, Portugal, Ouedraogo Ismaïla, AS Dal, Burkina Faso, Salou Sibri Arnaud, Autosport de Garoua, Cameroun, Sembore Seydou, Al-Masri, Égypte, Comboré Machirou, Club africain de Tunis. Le technicien des étalons justifie le choix de ces deux nations pour ses confrontations avec les éléphants et les lions de l'Atlas. La Côte d'Ivoire s'est déjà mesurée dans la poule, en Coupe d'Afrique avec le Niger, qui est un adversaire à nous dans la poule, en tout cas la Coupe du Monde. Alors ça déjà c'est quelque chose qui peut nous aider à avoir une idée en tout cas des choses de notre prochain adversaire qui est le Niger. Il y a également, par exemple, le Maroc que nous avons choisi parce que simplement nous aurons affaire également en Coupe du Monde à un pays comme l'Algérie, c'est des Maghrébins. Parlant du match contre la Côte d'Ivoire, Kamou Malo, tout en reconnaissant son caractère symbolique, pense que ça reste tout de même un match amical. Nous voulons rester simplement dans un cadre formel de match amical. Alors, quand vous dites que entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, n'a d'amical que ce que l'on dit, bon, moi, je ne veux pas m'inscrire dans cette logique et je ne veux pas mettre non plus une pression supplémentaire sur des garçons que j'ai convoqués, en tout cas pour la construction de la gestion de cette équipe. Je m'en tiens simplement au cadre formel de ce match amical et nous allons tout faire, en tout cas pour épailler nos garçons de cette pression supplémentaire. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 débutent en septembre prochain pour la zone Afrique. Et pour terminer maintenant, athlétisme, triple saut, Hugues Fabrice Zango a encore une fois dicté sa loi, cette fois-ci au meeting d'Ostrava en République tchèque. Il faut dire que le duel avec l'Américain Christian Taylor n'a pas lieu. Le Burkinabé a dominé la finale du tournoi avec un saut à 17,20 m. Le deuxième, c'est Hugues. Le deuxième, c'est l'Allemand Max S avec 16,97 m. Et puis, en troisième position, le Français Melvin Raffiné avec 16,71 m. Il faut le dire, Hugues Fabrice Zango s'envole. Ses adversaires nagent. Nous nous retrouvons demain, ici même à 19h30, pour une autre session de l'information. Merci. Bonsoir.